Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Mon invité aujourd'hui est une personnalité rayonnante, passionnée et passionnante. Elle vous est familière car vous l'avez vue très régulièrement sur de nombreuses émissions télévisées, radiophoniques, et particulièrement sur Hélène et les animaux sur France 5 de 2014 à 2016. Vous l'aurez reconnu, mon invitée aujourd'hui est Hélène Gâteau, la vétérinaire la plus aimée des Françaises et des Français. Hélène Gâteau, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté cette interview un peu atypique et originale. C'est ce qu'il paraît, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, merci beaucoup. Et je voudrais commencer par une citation de Pythagore qui souligne « Je suis vétérinaire et chaque jour je perçois l'écho de l'âme du monde ». Et vous, Hélène Gâteau, qui êtes-vous? Alors c'est une très belle citation que je ne connaissais pas, donc merci déjà. En quelques minutes, j'apprends déjà quelque chose avec vous. Qui suis-je? Je ne suis pas Pythagore, alors je suis vétérinaire, d'où le lien que vous faites avec cette citation. Je suis vétérinaire de formation, je n'exerce plus. J'ai exercé quelques années en sortant d'école vétérinaire, et puis ensuite j'ai eu un parcours professionnel varié et qui m'a amené, qui m'a conduite à commencer une carrière dans les médias en 2011. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer de parler des animaux, de sensibiliser le grand public autour du bien vivre avec son animal aujourd'hui, à travers que ce soit les différentes émissions télévisées auxquelles j'ai participé en tant que chroniqueuse, animatrice, sur RTL, à travers des articles que j'écris, des bouquins que je rédige également. Donc voilà un petit peu comment je peux me situer d'un point de vue professionnel. Je ne sais pas si votre question s'arrêtait à la dimension professionnelle, mais en tout cas, voilà ma présentation. Merci beaucoup. Et quelle est votre, selon vous, non pas comment les autres vous voient, mais selon vous, quelle est votre plus belle qualité? Ma plus belle qualité, j'aurais tendance à dire que c'est ma douceur. Voilà, c'est un petit peu ce que je cherche aussi à cultiver, parce que c'est bien de réussir à rester doux. Dans la douceur, je pense qu'il y a la gentillesse, dans un monde aujourd'hui où tout est un petit peu plus autour de relations un peu plus dans l'adversité, voire dans l'agressivité. Moi, j'essaie de garder de la rondeur, de la douceur. Je pense que pour les animaux, c'est fondamental. En plus, c'est fondamental, effectivement. Je pense que ça permet à l'autre en face, que ce soit un humain ou un animal, quand vous lui donnez de la douceur ou de la gentillesse, ça lui permet de s'ouvrir et puis finalement de rentrer plus facilement, je pense, en communication et en communion, plutôt que si on est tout de suite dans une défiance. Donc c'est ma façon de procéder, et c'est vrai aussi bien avec les humains que les animaux. Alors vous parlez de communication, de communion. Peut-être avant d'approfondir la réflexion, Hélène Gâteau, quelle définition donnez-vous de l'animal? L'animal, l'animal, c'est l'autre, peut-être. C'est celui qui est... même si nous, les humains, nous sommes des animaux, mais pour moi, l'animal, c'est l'autre, mais l'autre avec toute sa richesse. L'autre espèce, l'autre avec toute sa richesse, et je pense qu'il est super important, en tout cas aujourd'hui, de toujours s'intéresser à qui est l'autre et qui est l'animal, et à lui faire une place dans notre vie. Alors approfondissons sur l'animal. Selon vous, l'animal a-t-il une conscience? Si oui, laquelle? Et dans vos soins, quand vous exerciez la profession de vétérinaire, quelle place accordiez-vous à sa conscience et à ses pensées? Alors, j'exerçais déjà il y a
pas mal de temps et la fameuse loi, vous savez, qui considère l'animal comme un être doué de sensibilité, de conscience, etc., n'était pas encore passée. Donc on n'avait pas... Ça va vite, je trouve, aujourd'hui, hein, la façon dont on considère les animaux dans notre société, ça va vite, grâce aux avancées scientifiques, grâce aussi à, je pense, à une ouverture d'esprit et une sensibilisation aujourd'hui d'un plus grand nombre. Donc je pense que quand j'étais jeune vétérinaire, je n'étais peut-être pas forcément consciente de cela, de la conscience des animaux. Peut-être que j'exerçais mon métier de façon un petit peu, je ne vais pas dire mécanique, parce que j'avais cet amour des animaux, en tout cas qui me permettait de le faire dans le respect de l'autre, de l'animal. Mais j'essayais toujours de me mettre dans un état d'esprit qui était positif et bienveillant, ça c'est sûr. Maintenant, je ne conscientisais pas le fait de me dire qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait éviter absolument la douleur, de toute façon. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'exercerai mon métier différemment d'il y a 20 ans, ça c'est sûr, avec les connaissances que j'ai pu acquérir sur les animaux et puis sur leur conscience. Alors ensuite, le début de votre question, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu longue. Non, je vous en prie. L'animal a-t-il une conscience et quelle place L'animal a-t-il une conscience ça va dépendre des espèces animales, évidemment. Moi, j'ai une grande passion pour le chien. Je ne sais pas si on voit Colonel qui est dans le cadre. On le prendra en photo tout à l'heure. On le prendra tout à l'heure pour le montrer. Exactement. Notre ami Colonel qui, voilà, qui surveille. C'est évident que moi j'ai une passion pour le chien et la conscience du chien, c'est évident qu'elle est, elle est présente. Après, comment on peut arriver à rentrer dans la conscience de l'animal et savoir véritablement ce qu'il pense, ça restera beaucoup de mystère, et puis c'est ça aussi qu'il faut respecter, c'est le mystère. Mais après, moi j'essaie au quotidien de m'ouvrir en tout cas aux animaux que je rencontre, aux chiens, aux chats, etc., pour essayer de toucher un petit peu plus ce qu'ils peuvent ressentir, comment ils perçoivent le monde. Et ça, c'est une ouverture d'esprit, je pense, qui est indispensable à avoir quand on aime les animaux. Et un chien est-il aussi intelligent que l'homme, que l'humain ? Ah, ce sont des intelligences qui ne se comparent absolument pas. Moi, j'aime pas comparer les intelligences. Il y a déjà eu des émissions de télé qui ont été faites sur chien versus chat, lequel est le plus intelligent, mais non, enfin, l'intelligence est propre à chaque espèce, presque même peut-être propre à chaque individu. En tout cas, chaque espèce animale a ses propres... ses sens qui sont plus ou moins développés, qui lui offrent une perception du monde qui est extrêmement différente, dans laquelle ils naviguent en fonction de ce qui fait leur essence même de chien ou de chat. Donc on ne peut pas comparer l'intelligence humaine de l'intelligence animale. On peut comparer certains sens, par exemple ils sont un odorat qui est beaucoup plus perfectionné et puissant que le nôtre. C'est pourquoi on dit que les chiens sont des êtres macrosmiques qui évoluent dans un monde d'odeurs. Et à partir du moment où ils évoluent dans un monde d'odeurs que nous-mêmes, nous ne percevons absolument pas, eh bien on a des perceptions du monde qui sont complètement différentes. Et on ne pourra jamais, je pense, se mettre dans les coussinets d'un chien pour savoir comment il est en train de percevoir la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Emmanuel. Je pense qu'on ne le saura jamais. Et c'est ça qui fait, je trouve, qui doit nous donner une énorme humilité déjà par rapport à l'autre espèce, aux autres espèces. Et puis en tout cas, j'interdis quiconque de comparer les intelligences de différentes espèces. Alors, si on ne les compare pas, on va peut-être comparer, je dirais, l'homme et l'animal d'une autre manière, à savoir le concept de compassion. Oui. Quand vous soignez, vous avez guéri les animaux, quelle était la place de la compassion que vous aviez envers eux? Cette compassion est-elle au même degré que la compassion humaine? Pour résumer finalement ma réflexion, la compassion est-elle le fondement de la morale? Ah, c'est très philosophique, hein, vos questions, Daniel. Je le savais, mais c'est vrai que quand on nous les pose, tout de suite... Alors, la compassion... Compassion, étymologiquement, c'est quoi compassion? Ça veut dire compassion. Souffrir avec. Souffrir avec. Ouais. Patio, c'est la souffrance, et cum en latin, c'est avec. D'accord. Patio, c'est la souffrance. Ouais. Mince. Vous attendiez pas. J'avais oublié ça. Moi qui pensais que la passion, c'était la quintessence de ce qu'on pouvait vivre. Maintenant, c'est la souffrance. Ok.
Cela dit, c'est pas faux. La compassion, est-ce que vous pouvez me redire votre question? Oui, la compassion est-elle, quand vous soignez les animaux, est-elle au même degré que celle que vous avez envers les humains? Et la compassion est-elle le fondement de la morale? Alors, du même degré que celle que j'ai avec les humains, en tout cas, moi j'essaie toujours de faire preuve de me mettre à la place d'eux, dans la mesure du possible. Et donc, de me mettre à la place des autres, de mes amis, des gens que je rencontre, pour essayer de sentir un petit peu ce qu'ils peuvent ressentir. Donc j'essaye aussi de faire la même chose avec les animaux. Ce pourquoi, par exemple, dans mon rapport avec mon chien, j'essaie toujours de me dire, tiens, est-ce que je suis en train de lui offrir une vie dans laquelle il se sent bien? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il ne souffre pas de quoi que ce soit? Donc oui, j'essaie de me mettre à la place d'eux. Que ce soit pour les choses positives ou négatives. Après, est-ce que c'est le fondement de la morale? Un des fondements, oui, probablement, peut-être pas le fondement, en tout cas un des fondements de réussir à se mettre, à essayer de voir le monde aussi à travers le prisme de l'autre. Et je pense que ça évite aussi toutes les décisions qui seraient uniquement centrées sur soi et aux dépens ou détriment des autres, en fait, oui. Et alors, le degré que vous avez, je dirais, ce degré de compassion, qui finalement n'est pas tout à fait un degré, je pense particulièrement, Hélène, à votre livre que vous avez sorti l'année dernière, en 2023, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et non un enfant. Quel est finalement le niveau que vous accordez à l'humain? D'accord, je vois, vous êtes tout doucement arrivé vers effectivement mon livre. Aux éditions Albin Michel. Tout à fait. Alors pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Forcément, donc je comprends que derrière votre question se pose la question, est-ce que finalement j'ai peut-être plus de compassion pour l'animal que pour l'être humain et que peut-être pour l'enfant? Je ne mets pas sur un même plan, en tout cas, le chien, la vie d'un chien et la vie d'un enfant, par exemple. Donc ça, je tiens tout de suite à le préciser, parce que d'un point de vue moral, pour le coup, ça serait compliqué, difficilement recevable. Donc ça, je suis bien consciente que c'est compliqué de les mettre à un même niveau par rapport à la morale. Cependant, si on réfléchit quand même, une vie est une vie, malgré tout. Donc, mais je veux pas, enfin, ça serait horrible pour moi de dire que la vie de mon chien est plus importante que la vie d'un enfant. Enfin, je veux pas arriver dans tout ce genre de considération-là, parce que ça serait, là pour le coup, amoral, et j'ai pas envie d'aller jusque-là. Après, dans ma vie, la vie de mon chien, c'est sûr qu'elle elle dépasse la vie et l'importance de beaucoup d'êtres humains que je peux croiser, que je peux connaître ou autres. Donc, est-ce qu'elles sont au même niveau? En fait, je pense en tout cas que le degré d'attachement qu'on peut avoir, il n'est pas avec un être vivant, il n'est pas en fonction de la qualité de l'être vivant qu'on a en face. Donc est-ce que c'est un chien, un chat, un enfant, un homme, une femme? Je pense qu'il est vraiment en fonction plutôt du lien qu'on va créer avec cet être vivant-là. Et finalement, comment est-ce que la communication animale est-elle la même que la communication humaine? C'est-à-dire, comment comprend-on un animal? Alors, la communication, non, elle est fondamentalement différente, puisqu'on n'a pas les mêmes façons, de toute façon, de communiquer, justement. Nous, on communique beaucoup avec le langage verbal, même si dans le langage corporel, il y a beaucoup de choses à voir, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de s'y pencher aussi, parce que je pense qu'on peut déceler beaucoup de choses dans une personne qu'on a en face, en fonction de la façon dont elle se tient, dont elle se bouge. Donc la communication elle est absolument différente, puisque les chiens n'ont pas la parole. Eux, ils ont le langage corporel, ils ont les attitudes. Après, il y a aussi les vocalisations quand même qui peuvent intervenir, mais bon, on n'est pas sur du langage parlé.
Donc la communication est absolument différente. Elle demande un effort, la communication avec un animal, puisque on sort de ce qui fait notre façon de communiquer à nous, êtres humains. Donc ça demande un effort, mais pour moi c'est un effort qui est extrêmement enrichissant, en tout cas, parce qu'en fait on demande, je trouve, à nos animaux de compagnie, on leur demande au quotidien beaucoup d'efforts pour nous comprendre, pour comprendre les mots qu'on va leur inculquer, pour se fondre dans une vie, dans une société humaine qui n'a pas été pensée par des chiens pour des chiens, mais vraiment par des humains et dans lesquels on y amène les animaux. Donc eux, ils font énormément d'efforts. Et donc pour essayer de communiquer avec nous. Par exemple, le regard, les loups, les ancêtres, l'ancêtre du chien, n'avaient pas cette aptitude à nous regarder dans les yeux, en fait. Et c'est une aptitude qui a été sélectionnée au fur et à mesure de l'évolution du chien avec l'humain, puisque ils ont compris, les chiens dans l'évolution, hein, je parle, c'est pas un chien à l'instant T qui a compris, c'est ils ont compris dans leur évolution, que pour pouvoir mieux communiquer avec nous, eh bien, et pouvoir comprendre mieux ce qu'on ressentait et nos intentions, il fallait nous regarder dans les yeux. Et donc le chien a appris cela, en fait, à nous regarder dans les yeux. Ils ont même développé un muscle, le muscle élévateur du sourcil, le muscle externe de l'élévateur du sourcil, de façon à pouvoir écarquiller un peu plus le regard, parce qu'ils ont perçu, encore une fois, c'est à l'échelle de l'évolution, hein, que ça nous rendait plus aptes à prendre soin d'eux, à partir du moment où l'animal pouvait écarquiller les yeux, prendre un regard un peu, le regard un peu d'attendrissement, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc eux, je trouve qu'ils ont fait énormément d'efforts pour nous comprendre, humains, et donc il est de notre devoir, à mon sens, de tout faire pour essayer de mieux les comprendre et de communiquer aussi avec eux d'une façon peut-être plus simple pour eux, et puis enfin, de se mettre un petit peu plus dans la peau d'un chien. Il y a peut-être une interprétation finalement humaine envers nos animaux. On essaie d'interpréter leur manière d'être, leur manière d'agir. Oui, on essaie toujours de l'interpréter avec notre prisme d'humain. Maintenant, je pense qu'avec les connaissances scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui, et je pense que justement, quand on passe beaucoup de temps avec les chiens, avec les chats, à les observer, à les regarder, et bien, à mon avis, à mon sens, on arrive à mettre un petit peu de côté notre héritage culturel de ce qui fait de nous des humains pour essayer de mieux les comprendre et de mieux appréhender ce qu'ils sont. C'est compliqué, est-ce il y aura toujours un biais, c'est évident. Maintenant, essayons de limiter un petit peu ce biais pour je vous dis, faire l'effort de les comprendre. Alors après, oui, il y a forcément toujours des dérives anthropomorphiques. Ça sera compliqué parce qu'on n'est jamais vierge de rien. Donc jamais on n'arrivera à penser comme un chien. Mais en tout cas, avec le temps, avec la patience, avec l'observation, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on peut arriver à mieux les comprendre. Hélène, vous êtes passionnante. Vous êtes passionnante et vous venez de me faire une transition dans la réponse que vous venez de nous offrir parce que vous avez parlé de la science. Je voudrais venir à la deuxième partie de l'interview parce que vous êtes, et nous sommes en tout cas pour le bien-être animal, aujourd'hui la science avance avec des expérimentations, la science humaine. Oui. Et pour faire une expérimentation sur l'homme, nous passons d'abord par l'expérimentation sur l'animal. Hélène Gâteau, ma question est la suivante. Peut-on justifier l'expérimentation animale au nom du progrès scientifique? C'est dur comme question. C'est très très dur. Il y a les fameux, j'ai peur de me tromper, mais il y a les fameux, la règle des 3 R dans l'expérimentation scientifique pour essayer justement de réduire le nombre d'animaux qu'on pourrait utiliser, remplacer et je sais plus, enfin il y a une règle comme ça, je suis désolée, je ne m'en souviens plus, en tout cas pour essayer de faire des progrès dans cette dimension-là et puis essayer de moins utiliser les animaux, de les remplacer dans la mesure du possible, de les respecter.
C'est dur parce que c'est une prise de position que vous me demandez, que j'ai pas forcément envie de prendre. Parce qu'évidemment, je trouve ça monstrueux la façon dont certains animaux sont utilisés dans le cadre d'expérimentation avec je sais pas, des choses extrêmement invasives qui conduisent à vraiment une perte de leur intégrité physique, qui induisent beaucoup de souffrance. Ça, j'ai du mal à le justifier. Et je vais peut-être poser la question d'une autre manière. Quelles sont, au niveau de l'expérimentation sur les animaux, quelles sont les limites éthiques à ne pas dépasser? Bah, ça devrait être la souffrance, dans ces cas-là. Ça devrait être la souffrance. Ça devrait être de ne pas faire souffrir ni physiquement, ni psychologiquement un animal qu'on utilise à des fins d'expérimentation. Est-ce possible? Ça, je ne sais pas. Et finalement, dans l'expérimentation, dans la science, aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, les nouvelles technologies qui sont un paramètre à ne pas, en tout cas, à ne pas, je dirais, à ne pas contourner. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies changent-elles notre rapport à la relation que nous avons avec nos animaux? Alors, on va dans l'expérimentation animale ou on part au plus général? Les deux. Commençons par l'expérimentation. Non, dans l'expérimentation animale, par exemple, je sais que moi, quand j'ai fait mes études vétérinaires, donc il y a 2 décennies, c'est plus... On a à peu près le même âge, on doit rigoler. Oui, on pouvait non pas s'entraîner sur des animaux vivants pour des chirurgies, mais on était encadré par nos professeurs, et on pouvait faire nos armes sur des animaux, oui, vivants, c'est vrai. Attention, hein, on ne faisait pas n'importe quoi, on était là pour les opérer et qu'ils repartent sur leurs 4 pattes, il n'y a pas de souci, mais il y avait des moments où effectivement, c'était les petits jeunes qui avaient les instruments chirurgicaux dans les mains. Aujourd'hui, je sais qu'on utilise beaucoup plus des simulateurs, des choses comme ça, donc ça c'est génial. Donc waouh, oui, formidable tous ces progrès qu'on a pu faire d'un point de vue technologique pour éviter de prendre des risques, de risquer la vie d'un animal. Donc ça, je trouve ça, c'était indispensable, mais en même temps, quand ça n'existait pas, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, donc aujourd'hui, à partir du moment où ça existe, ça devrait être utilisé systématiquement et diffusé au plus grand nombre. Donc par rapport à ça, ça nous permet, en tout cas, dans le rapport qu'on a avec l'animal, et bien si ça peut nous permettre d'éviter de faire prendre des risques pour la vie d'un animal, ça c'est formidable. Après, au quotidien, la façon dont les technologies peuvent changer notre rapport à l'animal, moi en tout cas je suis persuadée qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit que notre quotidien soit biberonné, soit infusé de partout de technologie, je pense qu'on en perd le lien au vivant et qu'on en perd justement le lien à l'animal. Et les chiens, les chats qu'on a dans notre quotidien, je pense que c'est un petit peu justement notre dernier... Non, tu n'as pas le droit de monter sur les banquettes, colonel. C'est un peu notre dernier rempart justement pour garder un lien avec le vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies, on perd le lien avec le vivant. Voilà. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, finalement, on ne prendrait pas les animaux comme des moyens? On n'utiliserait pas les animaux comme des moyens et non comme une fin. Je pense à Emmanuel Kant, le philosophe Emmanuel Kant, qui, je le cite, agit de telle manière que tu traites l'humanité dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours maintenant comme une fin et jamais simplement comme un simple moyen. Comment appliquer finalement ce principe au traitement des animaux par les nouvelles technologies? Alors,
Qu'est-ce que vous entendez le traitement des animaux par les nouvelles technologies? Le traitement, finalement, je repars pardon, de l'expérimentation des animaux et finalement de cette expérimentation pour leur bien-être, finalement, ou pour le bien-être de l'humanité. Parce que finalement, faire une expérimentation sur les animaux avec les nouvelles technologies, n'est-ce pas utiliser l'animal pour faire avancer la science et non à son service? Je sais que ma question n'est pas évidente. Non, elle n'est pas évidente. J'essaie de rassembler mes esprits. Concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de ce que vous entendez par là? Oui, en fait, pour Kant, on ne devrait pas utiliser l'humain, parce qu'il parle de l'humain, mais moi je le mets avec les animaux, on ne devrait pas utiliser l'humain comme un moyen, on devrait le respecter comme une finalité, ayant l'humain une dignité humaine. Voilà. Est-ce qu'on traite de la même manière le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, et là je ne fais pas de lien avec les nouvelles technologies, mais dans notre société, les animaux sont des moyens, beaucoup sont des moyens pour nous nourrir, des moyens pour nous déplacer encore, pour avoir des activités de loisirs, pour aussi se faire du bien. Quand je vois l'acquisition d'un chien ou d'un chat, c'est souvent oh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un chien dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un chat dans ma vie, donc c'est un moyen de combler une envie sans se poser la question de la finalité. Est-ce que l'animal va être heureux avec nous? Est-ce que je vais réussir à le rendre heureux? Donc en cela, je trouve que non, on considère trop, à mon avis, les animaux aujourd'hui comme des moyens plutôt que en respectant ce qui devrait être de la respect de la vie animale et puis du bien-être qu'on leur accorde. Donc ça, mais je vois pas trop le lien avec les nouvelles technologies, c'est juste ça en fait qui me... C'est dans l'expérimentation. Dans l'expérimentation. En elle-même. Ouais. C'est pas mon domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, Emmanuel. Non, je comprends. Il n'y a pas de souci. Peut-être l'interview va bientôt s'achever, malheureusement, mais une ou deux questions encore. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes mettent un coût économique dans le bien-être de leurs animaux domestiques assez considérable. Oui. Et Hélène Gâteau, ma question est la suivante. Comment concilier les impératifs économiques et les soins optimaux aux animaux? Alors moi, que les gens dépensent des fortunes pour leur animal, moi j'ai aucun problème avec ça, hein. Chacun est libre, il n'y a rien d'indécent à cela à partir du moment où ils n'en privent pas par exemple leur enfant. Enfin vous voyez, si dans une famille il y a un chien et un enfant et que l'enfant ne peut pas, je ne parle pas d'avoir le dernier iPhone, ça on s'en fout, mais qui ne serait pas bien... qu'il n'aurait pas accès à tout ce dont il a besoin au détriment du chien, mais bon, ça, sincèrement, ça n'existe pas. Donc après, que chacun fasse ce qu'il veut avec son argent, ça, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, se développe de plus en plus, de services pour les animaux, de services de garde, de services de soins, de bien-être, Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les gens ont l'argent pour offrir ça à leur animal, j'ai aucun souci. Après, les soins vétérinaires, si on veut parler de ça, les frais vétérinaires, c'est quelque chose qui a un coût, c'est évident. Et aujourd'hui, moi, j'ai mes poils un peu qui se hérissent quand je vois les gens qui disent c'est inadmissible, le coût des soins vétérinaires, ce sont des tiroirs caisses, etc. Mais ça, c'est inadmissible, je trouve, de dire ça parce que, évidemment, quand on exerce la profession de vétérinaire, il faut gagner sa vie, hein, on n'est pas d'actari, on n'est pas bénévole, donc ça, faut arrêter avec ça. C'est pas parce qu'on aime les animaux qu'il faudrait les soigner gratuitement, hein, première chose. Deuxième chose, le métier de vétérinaire, c'est un métier qui est complexe. Les vétérinaires ont des compétences qui sont extrêmement riches, variées, et ça a un coût. Ils ont des plateaux techniques aujourd'hui qui sont de plus en plus riches et pointus, donc tout ça, ça a un coût. Quand on fait l'acquisition d'un animal, oui, il faut le savoir, qu'il y aura sûrement, probablement, des impératifs économiques à un moment donné dans la vie de l'animal.
Est-ce que l'acquisition d'un chien ou d'un chat devrait être aujourd'hui uniquement possible par les personnes qui en ont les moyens? Ça, c'est hors de question. Mais en tout cas, il faut avoir la possibilité d'avoir recours à des aides, ou enfin, en être conscient au départ, pour qu'il n'y ait pas d'abandon ou de choses comme ça, parce qu'on n'a pas les moyens de soigner son animal. Hélène Catteau, ma dernière question est la suivante. Je voudrais que vous répondiez à Hippocrate. Ouais. Hippocrate qui souligne, je le cite, « Je suis vétérinaire car guérir un animal, c'est toucher à la beauté silencieuse de l'existence. » En quoi un animal est-il la beauté silencieuse de l'existence? La beauté silencieuse, silencieuse parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'animal ne parle pas, et moi même si mon chien il aboie beaucoup, il n'a pas aboyé là. Il n'a pas aboyé là. C'est vrai que ils ne sont pas en tout cas dans le verbiage comme nous pourrions l'être, et qui fait qu'on y perd, je pense, un peu de notre spontanéité, de notre instinct, de notre naturel. Donc, et c'est peut-être ça, peut-être que eux, ils ont cette beauté naturelle qui n'est pas pervertie de trop par les mots ou par le verbiage qu'on met tous les jours au quotidien. Voilà. Formidable. Merci Hélène de m'avoir accordé ces quelques minutes de réflexion. Merci pour votre passion et merci pour votre joie, pour votre humanité. Et je terminerai par une citation qui vous caractérise beaucoup, me semble-t-il, de Diogène, qui souligne « Je suis un amoureux des animaux et à travers leur innocence, je contemple la sagesse oubliée de l'humanité. » Très très beau, merci. Merci, mais en tout cas, elle vous caractérise vraiment. Merci beaucoup. Merci. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao.